Bon, paraît-il qu'ils sont 38% de la société française d'après les sondages. Mais on voit bien que cette oligarchie commence à s'impatienter de voir que ça tarde, que la mayonnaise tarde à prendre et que l'opération En Marche, elle fait plutôt du surplace, je le disais la dernière fois. Alors c'est à ce moment-là qu'est arrivé un nouveau développement sur lequel il faut quand même porter un regard lucide. Le nouveau développement, il s'est produit il y a quelques jours. D'un seul coup, toute la presse française nous a expliqué que, ça y est, le mouvement politique En Marche qu'avait lancé M. Macron il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois, il avait eu droit à toute une couverture média, mais en fait, ça a fait flop. Voilà. Alors, M. Macron avait dit qu'il avait 13 000 adhérents. En fait, on a découvert, c'est le Canard enchaîné qui avait montré que c'était pas 13 000 adhérents. Il y avait eu 13 000 clics d'internautes qui voulaient voir par curiosité ce que c'était que ce truc-là. Entre un clic sur un ordinateur et adhérer, il y a une petite nuance. Macron s'était aussi félicité du succès de son mouvement en annonçant 13 000 adhérents. Wow. Et puis finalement, on a appris qu'il parlait de 13 000 clics comptabilisés sur le site d'En Marche depuis sa création. Ce qui est absolument nul quand on passe constamment dans les médias. Aujourd'hui, En Marche revendique 200 000 adhérents sans qu'on ait aucun moyen de vérifier ce chiffre, il faut les croire sur parole. En plus, si vous allez sur le site, vous vous rendrez compte que l'adhésion est gratuite et que n'importe qui peut adhérer. Ouais, j'ai pas pu m'en empêcher. Bon, on va essayer de faire adhérer ma chaîne. Alors, monsieur Troublefait, habitant, on va prendre l'adresse de l'Institut Montaigne, numéro de téléphone bidon, date de naissance bidon, adresse mail, mot de passe, et voilà, l'affaire est dans le sac. Alors comme je veux pas faire de don, il suffit simplement de cliquer sur pas maintenant. Ensuite il vous demande un centre d'intérêt, mais on va passer. Et puis on va suivre le comité En Marche Paris 8e, où il y a 8 adhérents. Et voilà, ma chaîne est adhérente d'En Marche. Merci Trouble de votre confiance. Ah ben merci de la vôtre les gars, hein. Quand on vous dit que les adhérents d'En Marche sont plutôt flous, il y a une part de vrai. Bon, comme j'ai vraiment envie de faire gagner En Marche, on va faire adhérer d'autres personnes. Faudrait lui donner une caution de gauche, voyons voir. Et pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon. Lui aussi on va le mettre à l'Institut Montaigne, numéro de téléphone de la France Insoumise, au cas où ils appellent, date de naissance 19 août 1951, et oui c'est pas une première main, mail bidon, hop je clique sur je ne suis pas un robot, heureusement qu'il n'y a pas de questions sur les hologrammes, et j'adhère. Alors combien il donne le Jean-Luc 7500 ? Ah mais oui mais j'ai pas sa carte bancaire, bon bah tant pis je passe. Centre d'intérêt. On va mettre l'Europe. Oh bah ça alors, maintenant il y a 9 adhérents dans le comité par 8e, donc ils ont bien pris en compte ma précédente adhésion. Allez, je leur rejoins à nouveau, ça en fera 10. Vous vous rendez compte, Troublefait et Jean-Luc Mélenchon réunis dans un comité d'En Marche. C'est beau, non ? Merci Jean-Luc de votre confiance. Il va être ravi de l'apprendre, hein. Allez, par gourmandise, on en fait un petit dernier. Cette fois-ci, il faudrait une caution de droite, mais toujours attachée à l'Europe. Adolf Hitler. On va mettre sa dernière adresse connue, son bunker à Berlin. Numéro de téléphone, on va mettre celui de l'Institut Montaigne. Profession, retraité. Date de naissance, 21 avril 1889. Ah bah merde, on peut pas aller en dessous de 1897. Bah ça fait quand même 120 ans pour le doyen d'En Marche. Adresse mail bidon, mot de passe, et j'adhère. Donc apparemment ça ne pose aucun problème, hein. Centre d'intérêt, peut-être la jeunesse, ou la sécurité, tiens. L'international, ça lui va bien aussi. Non, mais on va mettre le territoire. Et hop là, le comité En Marche Berlin va avoir une petite surprise. Merci Adolphe de votre confiance. Ce qui renvoie d'ailleurs psychanalytiquement aux choses les plus sombres de l'âme française. En quelques instants, 3 adhérents de plus pour En Marche. Quel dynamisme! Mais ceux-là, il y a peu de chances qu'on les retrouve à tracter dans la rue, hein. Le résultat, c'est qu'en février 2017, Michael Nogal se félicitait d'avoir dépassé la barre des 5000 adhérents dans le département de Haute-Garonne, mais dans les faits, il est bien difficile de trouver plus de 5 personnes pour participer à des activités militantes. Et il a annoncé récemment, par exemple, qu'il y avait maintenant 50 000 adhérents En Marche. Un jour, il va nous dire qu'il y a 10 millions d'adhérents à En Marche. Bon. Comme évidemment personne ne le croit, il a lancé un nouveau truc qui s'appelle les marcheurs.
Donc, on a vu dans le journal Le Parisien, par exemple, dans la Dépêche, etc., je cite Le Parisien qui disait des milliers de marcheurs ont préparé le porte-à-porte que le ministre lance ce samedi, c'était samedi dernier, pour un diagnostic du pays. Alors, écoutez bien ça parce que ça vaut quand même le coup. Alors, ce dont il s'agit, c'est ce que les spécialistes de marketing appellent du storytelling. C'est un mot d'américain qui veut dire on raconte une histoire. C'est un scénario, c'est de la politique spectacle. Ça s'inspire probablement de cette série Game of Thrones où il y a des marcheurs blancs qui sont d'ailleurs des zombies qui parcourent un pays. En réalité, cette opération des marcheurs Macron, c'est une opération qui a déjà été faite. Alors à l'origine, c'était la technique des témoins de Jéhovah, mais c'est surtout une technique qui a été développée aux États-Unis sous Obama pour préparer une campagne. Donc, la vraie raison de ce qui se passe en ce moment, c'est que M. Macron n'a aucune idée. C'est un simple perroquet de l'oligarchie. Et comme il n'a pas d'idée, eh bien, il est allé trouver une société spécialisée en la matière, une société de communication, et dont on connaît le nom. Cette société s'appelle Liegey Müller Ponce. Emmanuel Macron. Bon, et c'est vrai qu'une start-up a été mise à la une. Alors vous avez un nom de cabinet d'avocat d'ailleurs, hein, Liegey Müller Ponce. Faudra qu'on change notre nom bien sûr. C'est ça, on a l'impression que c'est... alors, on a entendu, et moi-même j'ai dû dire d'ailleurs, des techniques de porte-à-porte issues des équipes de Barack Obama. Et c'est vrai que vous avez dû lire, parce que les hommes politiques ont un petit peu de talent quand même, certains ont été assez caustiques avec ça. Emmanuel Macron réinvente le porte-à-porte, waouh, bientôt il va réinventer la boîte aux lettres. En fait, vous le faites vraiment, c'est ça, Arthur, hein? Ouais, tout à fait. Racontez-nous ce que vous faites, justement. Nous, notre ambition, c'est de changer la manière dont on fait de la communication, des sondages, pourquoi pas du marketing, en utilisant les techniques issues des dernières innovations des campagnes électorales. Et une des innovations de ces campagnes électorales, ça a été de remettre au goût du jour le porte-à-porte. Mais un porte-à-porte, si vous voulez, 2.0, pas le porte-à-porte où on va vendre des encyclopédies, mais un porte-à-porte appuyé sur la technologie, où on cible au préalable les gens à qui on veut parler, où on utilise des applications pour faire ça de la manière la plus efficace possible. Et il y a un journaliste, que j'ai d'ailleurs déjà cité, je crois, dans un entretien antérieur, Meurice, de France Inter, et qui a révélé au public ce que tous les journalistes politiques français savent, mais n'osent pas dire. Tous les journalistes politiques français savent ce qui se cache derrière les marchands de Macron. La société Liegey Müller Ponce. Seul il y en a un qui a lâché le morceau. Cette société Liegey Müller Ponce, allez sur son site internet. Liegey Müller Ponce est une start-up en stratégie électorale fondée par Guillaume Liegey, Arthur Muller et Vincent Ponce, trois passionnés de politique et de nouvelles technologies qui se sont rencontrés pendant la campagne de Barack Obama en 2008. Progrès de la recherche en sciences politiques, open data, big data, nouvelles technologies, nous proposons aux candidats et aux élus des outils qui révolutionnent leur manière de faire campagne et d'interagir avec les citoyens. Des données économiques, économétriques, des données électorales. Aujourd'hui, on est vraiment capable de faire des choses assez incroyables. Donc nous, on sait découper la France en 60 000 petits carrés, donc à peu près 1000 personnes. Et pour chacun de ces petits carrés, on connaît toutes les élections passées, ainsi que toute une série de données socio-économiques issues des recensements de l'INSEE. Donc on a des centaines de variables pour chacun de ces quartiers, un peu comme si pour tous les pâtés de maison de Paris, on avait toutes ces données-là. Et là-dessus, nous, on fait du big data pour essayer, un peu comme un sondage, si vous voulez, de prédire les comportements électoraux, de comprendre les comportements électoraux des électeurs qui habitent dans ces quartiers. Les journaux qui ont montré ça, on a vu 4-5 personnes à Lille, des jeunes, et puis un ou deux à Toulouse. C'est tout. Il y a fort à parier. C'est presque sûr que ces fameux marcheurs de Macron sont en fait des figurants payés par la société en question. Et s'ils ne sont pas payés, on a dû leur promettre je ne sais pas quoi, une bonne bouffe ou un truc comme ça. Un mois après la création du mouvement, Macron a aussi lancé une grande opération de porte-à-porte pour faire un diagnostic du pays afin de l'aider à établir son programme. 10 000 volontaires lancés partout dans le pays pour recueillir l'avis des Français. Certains sont encore au lycée, d'autres étudiants, d'autres encore viennent d'obtenir leur premier job. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse.
D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Je sais pas, moi je réponds pas. Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi je réponds pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas? Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Merci beaucoup. Bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère, j'ai un doute. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On se met là? Non, pas moi. C'était à toi qu'on pose la question. Bah, elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Hein. Je vois pas. Comment dire. J'avoue que j'ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps un petit peu des différents points. J'ai regardé un petit peu différentes vidéos sur sa page tout à l'heure. Et voilà. Vous parlez de CRM politique, hein, Consumer Relation Management, c'est-à-dire l'électeur comme un consommateur, et derrière vous augmentez les parts de marché. C'est ce que vous faites. Oui, si on veut. En gros, nous, notre idée, c'est d'aider nos clients, donc qui sont des élus, des partis politiques de tous bords, à mener des campagnes électorales plus intelligentes et meilleures, ce qui veut aussi dire à mieux comprendre les gens à qui ils s'adressent et à suivre les échanges qu'ils ont pu avoir avec les électeurs qu'ils ont rencontrés. Il n'y a pas d'autre raison. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui se sont mis en marche pour Macron? C'est se foutre de la gueule du monde. Et c'est d'autant plus se foutre de la gueule du monde, je suis grossier, mais ça le mérite, qu'il faut quand même aussi à un moment prendre un peu le recul des choses. Monsieur Macron est ministre de l'économie. Il est au gouvernement français depuis maintenant plusieurs mois, bientôt 1 an. Il est au gouvernement français l'un des principaux ministres. On parle d'ailleurs de lui comme d'un espèce de vice-premier ministre. Et vous avez ce monsieur qui n'a été élu par personne, qui est un quasi vice-premier ministre, et qui nous dit, sérieux comme un pape, qu'il envoie des marcheurs, on voyait dans le reportage du journal La Dépêche où c'était des élèves de terminale, qui allaient faire du porte-à-porte à Toulouse, où ils se faisaient jeter évidemment par les gens, pour établir un diagnostic du pays. Monsieur Macron est le vice-premier ministre, il a besoin de garçons de terminale pour aller demander aux gens quel est l'état du pays. Mais quelle est la politique qu'il fait? En vertu de quoi? S'il se fonde sur quoi? Et d'ailleurs, à quoi servent les services des renseignements généraux, enfin qui ont changé de nom, du ministère de l'Intérieur? À quoi servent les dizaines et dizaines de milliers de fonctionnaires du ministère des Finances qui sont sous les ordres de M. Macron et qui font remonter constamment à son cabinet des quantités d'informations sur la société française? Cette affaire Macron montre d'une façon allégorique, incroyable, à quel point en fait les élites qui dirigent la France ont perdu la raison. Un autre chiffre qui est intéressant comme ça, c'est 1 sur 14. On estime qu'en moyenne, toutes les 14 portes que vous frappez, vous arrivez à faire changer d'avis une personne. À l'inverse, si vous distribuez des tracts, activité classique
de partis politiques à l'occasion des campagnes, c'est plutôt 1 sur 100 000. Donc l'efficacité est beaucoup plus grande. Mais en un sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aller parler avec les gens, ça marche. Mais bien sûr. Et encore une fois, alors c'est ma dernière question, c'est-à-dire que vous choisissez. Enfin, ce sont des parts de marché pour la démocratie finalement, et on sait bien que c'est l'enjeu principal aujourd'hui. Mais il va falloir choisir un camp où vous faites du business, c'est-à-dire que moi j'ai un outil, je le donne à tout le monde, à tous ceux qui achètent mon outil. Donc nous, en effet, on n'est pas partisans, on n'est pas affilié à un parti politique. Et aujourd'hui, un peu partout en Europe, on a à la fois des clients de gauche et des clients de droite. Un peu partout en Europe, parce que ces petits carrés là, vous pouvez les décomposer dans tous les pays d'Europe. Donc il y a eu dans les dernières années la mode de l'open data. Et pour nous, c'est pas simplement une mode, c'est-à-dire que dans tous les pays européens, j'ai les données à la même granularité, à la fois économique et électorale, et ça me permet de construire mes modèles pour tous les pays d'Europe aujourd'hui.